Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est un gros bordel. Je vais traiter de 4 sujets, la vidéo sera donc divisée en 4 parties. 2 parties sur JoJo's, une sur une technologie nazie abandonnée, jugez pas, et une dernière sur l'attaque des titans. Voici les timecodes. Comment Stroheim est-il mort? On sait que Stroheim est mort à Stalingrad d'une façon honorable. L'hypothèse la plus célèbre est celle d'un manieur de stand russe qui aurait combattu Stroheim, et même si beaucoup de gens disent que c'est Araki, l'auteur de JoJo, qui l'a dit à un journaliste, je n'ai rien trouvé en rapport avec cette interview. Je pense plus que c'est une simple rumeur, même si cette hypothèse est sûrement la plus probable. En effet, on a du mal à croire qu'un cyborg nazi ultra puissant aurait pu perdre face à des soldats russes lambda. Ça expliquerait aussi comment les Russes ont gagné la guerre, même si c'est plus pour des raisons stratégiques, on peut toujours rêver. Du coup, on peut se demander quelle était la nature de ce stand, parce que s'il existe un stand russe, il faut tout savoir sur lui, car la Russie c'est bien finalement. S'il arrivait à résister aux balles de Stroheim, c'était sûrement un stand capable de dévier les balles, comme Little Feat ou Kraftwerk. Donc c'est un stand humanoïde. Il était sûrement aussi capable de mettre des gros points, comme Star Platinum. Son habilité lui permettait sûrement d'occasionner des dégâts massifs, que ce soit par le feu ou par les explosions, car un stand humanoïde standard de base ne peut pas détruire le corps cybernétique de Stroheim. Il est possible que Stroheim se soit fait exploser pour battre cet ennemi, car il est précisé que Stroheim est mort d'une manière honorable. On peut alors supposer que le stand russe était de même nature que Killer Queen ou Spice Girl. Mais en fait, il se peut que la réponse soit beaucoup plus simple que ça. Peut-être que Stroheim a combattu non pas un manieur de stand, mais bien contre un autre général cybernétique russe. Imaginez une seconde, un cyborg fou, communiste, oui j'ai des goûts bizarres, et imaginez qu'on a raté ça en manga et en animé. J'ai aussi vu des théories sur Reddit qui disaient que la technologie du corps de Stroheim n'était peut-être pas adaptée pour les environnements froids comme ceux de la Sibérie. Mais puisque la technologie allemande est la numéro 1 au monde, ou plutôt la ça m'étonnerait que les scientifiques travaillant sur le cyborg n'aient pas pensé à l'adapter aux températures extrêmes. En gros, le Hamon, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un pouvoir qui apparaît dans les parties 1, 2 et 3, vite fait, de JoJo. En gros, grâce à leur respiration, les guerriers utilisant le Hamon sont capables d'accélérer la vitesse de leur flux sanguin, créant une force ondulatoire qui sort du corps de l'utilisateur et qui sert au combat. La particularité de cette énergie est que ces ondes ressemblent aux ondes ultraviolettes du soleil, qui permettent, entre autres, de battre les vampires qui sont les antagonistes au cœur des 2 premières parties de JoJo. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce pouvoir est une invention de pur génie. Dans JoJo et spécialement au début, les vampires représentent des monstres cruels et sanguinaires qui boivent le sang et mangent le corps des humains. Ce sont des monstres très résistants qui sont presque complètement invulnérables. Ils représentent les ennemis de l'humanité. De l'autre côté, nous avons l'humanité. Les protagonistes des parties 1 et 2 sont des humains qui peuvent utiliser le Hamon pour éradiquer leurs ennemis. Voilà où je veux en venir. Une des grandes thématiques de JoJo est l'héritage. En l'occurrence, l'héritage du courage et du sang. Quand Joseph Joestar utilise son Hamon, il n'utilise pas qu'un système scientifique de flux sanguin. En fait, il utilise le courage hérité de son grand-père par le biais du sang et par le biais de son cœur, donc de son propre courage. Le Hamon était parti pour être la technique symbolique, la plus classe et imposante de toute l'histoire du manga avant d'être jarté de l'histoire pour laisser place au stand. Ah d'ailleurs, on va clarifier quelque chose. Le stand et le Hamon ne sont clairement pas la même chose. Pour une raison très simple, ce ne sont pas les mêmes pouvoirs. Le Hamon est un pouvoir qui utilise la circulation sanguine, la respiration, et c'est un pouvoir visible et que tout le monde peut atteindre. Un stand c'est l'opposé. On peut retenir sa respiration pour utiliser un stand, c'est pas apprenable par tout le monde. Soit c'est héréditaire, soit on est blessé par la flèche, et c'est encore moins un pouvoir qui utilise la circulation sanguine. No spoil, dans Steel Ball Run, la 7ème partie de JoJo, il y a un détenteur de stand qui est un arbre. Le stand et le Hamon ont une relation, ça c'est vrai, mais de là à dire que c'est le même pouvoir, il faut pas abuser. C'est juste 2 pouvoirs différents. Le Sun Gun, donc pistolet solaire, est un projet allemand qui a été imaginé pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un miroir géant dans l'espace qui est censé refléter la lumière du soleil en un seul point sur la Terre pour raser des villes, et ainsi le Sun Gun serait capable de raser n'importe quelle ville de la carte à n'importe quel moment, permettant de menacer n'importe quel pays de l'extinction. Quelques petites questions s'imposent. Comment est-ce que tu comptes recharger le carburant de ton Sun Gun en orbite, c'est-à-dire autour de la Terre, avec la technologie de 1944? Comment tu comptes le mettre en orbite autour de la Terre de toute façon? Comment tu vas faire décoller un miroir aussi grand? En plus, si le Sun Gun utilise la lumière du soleil, il ne peut pas tirer sur la partie nuit de la planète. Donc il ne peut pas tirer partout sur la planète. Et puis, sérieusement, imaginez. Ok Billy, là les Américains ils font chier. Tu vas raser New York. Merde!
Et le Sun Gun, comment est-ce qu'on peut le rendre assez parfait pour viser un point singulier sur la Terre à la vitesse de malade à laquelle il est censé tourner? De toute façon, est-ce qu'il y a un bouton off sur le Sun Gun? Comment on l'éteint? C'est un miroir. On va être gentil, on va dire que le Sun Gun avait des moteurs CRS qui lui permettait de tourner à 180 degrés et de ne toucher aucun point sur la Terre. Mais même si tu peux tourner sur toi-même, comment tu comptes éviter les astéroïdes qui foncent sur ton Sun Gun à 1 km/s? Et puis, comment tu fais pour nettoyer ton miroir? La poussière spatiale, ça existe. Et puis, ce qui est au cœur du problème, même avec l'argent de l'Allemagne nazie de l'époque, comment tu peux te procurer un miroir aussi grand? Pour raser une ville, il faut réunir beaucoup d'énergie, il faut réunir beaucoup de lumière, donc il faut un miroir géant qui fait plusieurs kilomètres de diamètre. Je sais que c'est débile de se poser toutes ces questions. De toute façon, le Sun Gun est complètement irrationnel et irréalisable. Mais c'est pour bien souligner le fait qu'à l'époque, il y avait vraiment des gens qui étaient capables d'imaginer et de faire n'importe quoi tant que ça pouvait les aider à gagner la guerre. C'est chaud quand même. L'équipement dans l'attaque des titans est composé de 2 grappins, 2 blocs métalliques avec des lames et des bonbonnes de gaz, 2 manches d'épée avec des gâchettes et une espèce de propulseur à gaz compressé qui sert à faire des virages. Je suis presque sûr que le tout doit peser au moins 20 kg. En plus, comme si c'était pas assez compliqué de courir avec une tonne de fer qui pendouille attachée aux cuisses, avec des cordes de 1 mm de largeur, les persos principaux peuvent voler, en sachant que le déplacement droit et sans virage n'est pas aidé par le propulseur. Les membres du bataillon d'exploration sont donc capables de courir sans se fatiguer avec une vingtaine de kilos d'équipement sur eux, équipement étant lui-même capable de tirer une charge de 75 à 100 kg avec une petite corde et sans l'aide de moteur ni de ressort pour faire rentrer la corde du grappin à l'intérieur une fois qu'elle est sortie. Donc, les humains dans l'attaque des titans sont des surhommes et si leur machine existait réellement, elles auraient la puissance de détruire un titan si elle était utilisée correctement. Et puis le déplacement tridimensionnel, le déplacement sur 3 dimensions, en soi, je suis pas physicien ou quoi, mais est-ce que tu es pas censé vomir toute ta vie après avoir fait 2 tours avec ce machin? C'est pas comme si les protagonistes ils y allaient soft avec leurs équipements. Ils font des saltos, des retournées arrière, ils font des sauts de 35 mètres de haut en tournant 78 fois sur eux-mêmes. Vraiment, ce sont tellement des surhommes que je me demande s'ils ne pourraient pas tuer un titan à main nue. Alors, c'est vrai que c'est très classe, et dans l'histoire on y croit vraiment. Et moi j'ai un problème avec ça, puisque si l'attaque des titans se veut réaliste, je pense qu'on peut considérer l'attaque des titans comme se voulant réaliste, comment est-ce que des déplacements pareils sont possibles? Je sais que c'est un problème qui m'est très spécifique, puisque j'ai tendance à démystifier les univers que je découvre. De toute façon, dans les dessins animés japonais, beaucoup de mouvements et de distances sont exagérés. Mais c'est vraiment le genre de choses qui me fait beaucoup tiquer après visionnage. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Oui, cette vidéo c'est n'importe quoi. Je voulais parler de certaines choses, donc je les ai mises dans cette vidéo. Si ça vous a pas plu, vous pouvez disliker. Dans le cas contraire, ce serait sympa de liker. Et moi je vous dis à la prochaine.